Vidéo un petit peu particulière aujourd'hui puisque je recense les 5 pires conseils que votre environnement peut vous donner. Conseils que vous n'allez pas suivre évidemment. De quoi s'agit-il? Quelle est leur portée? C'est tout ce qu'on discute dans la vidéo du jour. Je vous dis à tout de suite juste après le générique. Salut, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com. On se retrouve pour notre vidéo hebdomadaire avec un sujet qui va mettre en relief cette semaine donc la force, l'influence de votre environnement sur votre reconquête amoureuse. On sait à quel point cette dernière est traumatisante et quand on vit un traumatisme, on a cette tendance ultra humaine quand on se retrouve au pied du mur, au pied de la montagne, de chercher autour de nous les ressources qui peuvent nous aider à avancer. Et la première de ces ressources, ça va véritablement, et c'est très normal, être votre cocon, les gens qui vous entourent, les gens qui sont le plus proches de vous. Vos amis, parce que ils ont très certainement, ils sont dans des tranches d'âge qui se rapprochent des vôtres, ils vivent certainement des choses qui peuvent s'assimiler à ce que vous vivez ou l'ont déjà vécu, et puis vos proches, parce que vous savez que ces deux entités veulent votre bien, vont vous conseiller avec une extrême bonne volonté, avec un seul objectif évidemment, votre bonheur, le fait que vous sortiez la tête de l'eau, que vous puissiez redresser la colonne vertébrale, continuer à avancer et réussir dans vos projets. Ça, évidemment, cette vidéo, elle n'a absolument pas pour but de remettre tout cela en cause. Mais par contre, et c'est un sujet que j'ai déjà abordé, je voulais faire surtout un petit résumé à travers cette vidéo-là, mais je voulais remettre en cause, par contre, l'objectivité d'une telle démarche. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller demander des conseils, ça veut dire qu'avant de les appliquer, il va falloir réfléchir un petit peu par vous-même et justement changer un petit peu la loupe qu'il y a sur votre objectif, en tout cas sa teinte, pour comprendre que tous les conseils reçus ne sont pas bons à appliquer. Et donc, dans cette vidéo du jour, je me suis dit que j'allais regrouper les 5 conseils les plus dangereux finalement pour votre reconquête amoureuse, les 5 pires conseils qui sont aussi malheureusement parmi les plus communs et que je vous pousse donc à analyser, en tout cas sur lesquels je vous pousse à réfléchir avant de les mettre en application, et ça ne m'étonnerait pas que ce soit des choses que vous ayez déjà entendues de manière personnelle dans votre cercle, soit familial, soit amical. Et donc on est parti avec notre premier conseil qui est d'une évidence, d'un instinct total, et c'est cette idée de sortir le grand jeu. Voilà, vous avez votre ex face à vous, il ou elle a rompu, il ou elle ne veut plus de vous, et là on se dit bon, très instinctivement, très normalement, j'ai compris ce qui n'allait pas entre nous. J'ai compris les erreurs que j'ai faites et donc, sous le poids aussi de mon environnement, je vais y aller, je vais lui expliquer les choses. On va rentrer dans des grandes déclarations, on va rentrer dans la rédaction des fameuses lettres, on va rentrer aussi dans des rencontres fortuites. On sait que la personne travaille à tel endroit, a cours à telle heure, dans telle salle, et on va non pas se mettre en spectacle parce que c'est pas le but, mais on va se dire que en venant avec le bon mot, en venant avec la belle formule, en venant avec le joli bouquet de fleurs, en lui offrant un super cadeau, on va réussir à remettre en cause la vision que l'autre a de nous de manière quasi instantanée et de manière extrêmement profonde. Et même si ça paraît, quand je le dis comme ça, peut-être pas aberrant, mais effectivement contre-intuitif, parce que ça va pas être forcément très très utile, parce qu'on connaît les notions de pacte, on sait que finalement la reconquête amoureuse n'est pas intellectuelle, il n'empêche que j'ai vu des choses qui vont complètement dans ce sens-là, et c'est le genre de choses que je vois en plus extrêmement souvent, de manière extrêmement récurrente. J'ai même vu, et vous avez peut-être déjà entendu parler de ce genre de situation, quelqu'un qui rompt avec vous et puis vous sortez la bague de fiançailles, la déclaration, la demande en mariage, le genou à terre, etc. Alors qu'on est bien d'accord, les idées sont totalement antinomique, et que si on a quelqu'un qui vous dit je te quitte, c'est pas une demande en mariage qui va le faire rester, parce qu'on a plutôt l'impression que ça c'est une corde, c'est un emprisonnement, c'est un non-respect de la décision que vous avez face à vous, et ça c'est quelque chose que je vois extrêmement souvent. Dis-lui ce que tu penses, ça va le ou la toucher, il ou elle n'a sans doute pas vu les choses de la même manière que toi, etc.
Bah oui, non, c'est sûr, on n'a pas vu les choses de la même manière que vous. On a vu les choses, et on est tout à fait d'accord là-dessus, de manière relativement égoïste. On a décidé que son propre bonheur n'était plus quelque chose qu'on voulait partager avec vous, qu'il se trouvait sans doute ailleurs, et de ce fait, on accepte la douleur qu'on va vous infliger pour sortir de ce couple-là. Du coup, on le sait qu'il va y avoir de la douleur, on le sait que vous allez venir argumenter, et on se retrouve bien souvent dans une difficulté de vous expliquer clairement les choses, puisque votre ressenti va être à fleur de peau, et ça nous donne la création d'un fameux pacte dont je parlais il y a quelques secondes, une personne qui va vous dire oui mais de manière quasi systématique. Donc l'idée de sortir le grand jeu, de devenir un roi ou une reine de la drague, de la séduction, de la verbalisation ou de l'argumentation, pour moi c'est un des pires, voire le pire conseil qu'on puisse recevoir, parce que tout ça ne crée pas d'amour. Le deuxième des conseils, je dirais que celui-là, il est donné un peu plus avant, quand vous avez peut-être pas digéré, mais compris, entendu la rupture, c'est l'idée de ne pas être acquis. Alors ça, c'est un débat incroyable. Je pense que j'ai minimum un coaching sur 2 où on me parle j'ai peur d'être acquis, j'ai peur de montrer que... Alors j'entends qu'on l'a été dans le couple, ou en tout cas qu'on a considéré l'autre comme acquis et qu'on ne faisait plus d'efforts et qu'on veut changer cette logique-là, bien évidemment. À mon sens, elle se change par du dynamisme, pas par cette espèce de froideur quasi stupide. Parce que quand je parle de ne pas être acquis, les réflexes matériels qu'on va avoir, c'est le silence radio, donc une espèce d'ignorance, montrer à l'autre qu'on ne veut plus lui parler pour faire passer le message qu'on veut se rapprocher. Moi, ça me paraît pas très cohérent. Et puis, c'est cette idée finalement de pas être super sympa, voire même dans des cas d'opportunité, refuser l'opportunité, refuser un rendez-vous, refuser de filer un coup de main. Personnellement, alors peut-être que je suis ultra simpliste, voire même simplet, c'est possible, mais je me dis que quelqu'un qui n'est pas sympa avec moi, même si je lui ai fait du mal, surtout si je lui ai fait du mal, je ne vais pas continuer à m'en rapprocher. Justement, il y a déjà cette culpabilité-là. Je sais que j'ai fait quelque chose qui n'entre pas dans ta ligne de compréhension, voire même peut-être dans la ligne de tes valeurs. Si tu m'envoies bouler ou que tu m'ignores complètement, etc., alors qu'il y a un potentiel contact qui peut être présent, je ne vais pas creuser plus que ça. Il y a aussi une question de fierté de la part de votre ex. Il n'y a pas que chez vous. On a le droit d'avoir de l'ego. C'est une très belle source de motivation. En tout cas, c'est un moteur. C'est quelque chose qui nous fait avancer, mettre un pied devant l'autre, surtout quand ça ne va pas. Donc ça, c'est très intéressant. Mais manifester cette idée par la volonté, finalement, d'être le plus conflictuel possible ou le moins rapprochant possible, je trouve ça stupide en fait, c'est ça le truc. Alors ça veut pas dire que vous devez être un teckel qui va gratter à sa porte et qui est prêt à tout pour lui ou pour elle et l'appeler toutes les 5 minutes pour dire t'as besoin d'argent, t'as besoin de bouffe, t'as besoin venir lui faire des brunchs tous les dimanches matins à 13h. Non, je suis bien d'accord, mais il y a quand même une grosse différence entre ça et puis le fait d'ignorer totalement la personne. Et j'entends même si vous n'avez pas de contact de la part de votre ex, vous savez mon positionnement sur la communication, si vous n'envoyez pas de message et que votre ex est dans son pacte, on va laisser complètement pourrir le relationnel, la communication, quand on sait qu'en plus elle peut s'avérer extrêmement peu risquée. Moi je trouve que c'est quand même une carte à jouer qui est très 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 intéressante. Donc se dire que je ne réponds pas, je ne contacte pas, je ne suis pas sympa, je rends pas de service, comment le fameux camion traditionnel, voilà. Comment voulez-vous que votre ex ait une impulsion, une envie ne serait-ce que de changer de vision vis-à-vis de ce relationnel-là. On peut se dire, écoute, chacun sa route, chacun son chemin, comme disait tonton David, si je me plante pas. Je suis pas sûr à 100% sur tonton David. Mais l'idée, c'est un petit peu ça. Vous voyez le délire. La troisième idée, alors celle-là, elle est tout aussi antinomique à mon sens. Ça relève aussi de l'ego, etc. Et puis des conseils qu'on peut avoir effectivement dans notre environnement qui ne sont pas génial. Le troisième conseil, c'est cette idée de démonstration et de jalousie. Ça, c'est aussi quelque chose que je sais que c'est prôné et je vois des gens qui viennent me dire j'ai fait ça sur Facebook, je mets tous les trucs que je fais, je mets des stories pour montrer que je sors avec des gens, que je suis entouré de nénettes ou de types, que je fais plein de trucs, c'est génial et machin et trucs. Et puis il y a une accentuation sur le fait que, comme je viens de le dire, je suis souvent avec le sexe opposé et puis que ces gens-là m'apprécient énormément.
bah mince quoi, enfin je sais pas, la jalousie, où est-ce qu'on a vu que c'était un beau et bon sentiment? Pour moi ça c'est du stratégique et surtout c'est de l'inintéressant. Oui, dans toute notion de couple, même après une rupture, il y a cette idée de possessivité, il y a cette idée que on n'a pas envie de voir son ex sortir avec Brad Pitt ou Angelina Jolie, hein. Voilà, on va les laisser ensemble. L'idée c'est que ça ne fait pas plaisir. Et même si on vous recontactait pour ça, et même si on vous disait écoute, je veux me remettre avec toi parce que votre couple il va durer 3 semaines, 3 mois, 1 an si vous tirez sur la corde de ouf, mais je veux dire très clairement, la jalousie ce n'est pas de l'amour, ça vient sans doute de l'amour, c'est une déformation de l'amour, mais ce n'en est plus, c'est de la possessivité, c'est le fait de considérer l'autre finalement comme une espèce d'objet, et puis vous considérez comme un objet aussi, hein, en vous mettant dans des situations où vous espérez que l'autre va avoir un sentiment négatif, que ce sentiment négatif va entraîner une communication, qu'à travers cette communication, vous allez prendre le pas de cette relation sur cette relation et instaurer une idée de domination. Vous aimez peut-être bien le cuir et les cravaches, mais personnellement, dominatrix, il fait pas partie du champ lexical et des idées que je recommande dans la reconquête amoureuse. Donc c'est pas quelque chose de très intéressant. Et puis même s'il y a ce concours officiel, hein, enfin officiel, je sais pas, peut-être officieux plus, au moment où on rompt de celui qui a la vie la plus trépidante, la plus intéressante pour montrer qu'on arrive à se relever, etc., etc., moi je préfère le faire que faire semblant d'eux et après mettre sur Facebook tous les machins que vous faites, etc., etc. Moi j'ai un petit peu une aversion, hein, des réseaux sociaux, donc sans doute que ça a un impact sur moi, mais j'ai aussi vu, sur mon opinion, mais j'ai aussi vu des ex qui, par amis interposés, on a entendu des conversations, si vous voulez, qu'on nous a rapporté, ouais, il a l'air super heureux, bah tant mieux pour lui, j'ai vu qu'il faisait ci, j'ai vu... En fait, ça crée pas de communication, ça crée pas grand-chose de positif, donc très clairement, moi, cette idée d'être dans la démonstration, dans la jalousie, hop, j'en fais une boule, je le jette à la poubelle et j'en parle plus, je change même le sac. La quatrième idée, qui est aussi très tendance, très actuelle, et il faut reconnaître qu'elle part d'un très très bon sentiment, c'est cette idée de faire passer un message à votre ex. Vous avez sans doute des amis, de la famille, peut-être même de la famille de votre ex, qui sont donc des gens qui ont un accès à l'information, un accès peut-être à l'intimité, un accès aux réflexions, un accès à la sentimentalité de la personne que vous aimez. Et là, vous vous dites, hein, j'ai des avocats du tonnerre de Dieu, ils vont pouvoir aller plaider ma cause. Ça, je suis pas forcément pour non plus. La preuve, c'est que ça fait partie de cette vidéo des pires conseils qu'on puisse vous donner, parce que ces gens-là, aussi proches de votre ex soient-ils, n'ont absolument aucune légitimité à venir discuter sa prise de position. Même si ses parents disent à votre ex que c'est une grosse bêtise que de vous quitter, elle va pas se dire papa, maman, en fait, je l'aime. Je dois bien avouer, quel idiot, quelle idiote. Non, ça va créer un conflit familial, on va vous voir très certainement comme quelqu'un qui a essayé de manipuler, même si l'idée vient pas de vous. Et j'ai aussi déjà vu ça, un proche de votre ex qui vous dit, écoute, moi je peux lui parler, je peux essayer d'aller chercher de l'info et puis de placer un petit mot pour toi, tu vois, y a pas de souci, je vais essayer, moi je peux rentrer dans le bureau ovale, tu vois. Et puis finalement, très clairement, on vous reproche les choses derrière en vous envoyant un message en vous disant, qu'est-ce que c'est que ça, t'appelles ma famille, t'appelles mes amis, et tu veux que machin, et que truc, ça crée des conflits. Moi, quand je passe du temps dans ma famille, c'est pas pour parler de cette rupture amoureuse, etc., etc., etc. Très clairement, moi, je trouve que c'est pas une bonne idée d'aller chercher des soutiens extérieurs. Une reconquête amoureuse, ce sont 2 personnes, et c'est une communication qui est directe. Le fait de rajouter des interlocuteurs, ça agrandit, ça élargit la problématique, et puis en plus il y a cette idée que entre le moment où l'ami, le parent, la personne qui peut atteindre votre ex va parler avec vous et le moment où il va parler avec lui, avec elle, et le moment où vous allez avoir un retour d'information, vous imaginez bien qu'il va y avoir une perte de sens et que techniquement les informations ne seront pas objectives et que finalement ça perd un petit peu de sa valeur. L'action perd en intensité parce qu'il n'y a pas justement de choses directes et parce qu'on va être évidemment dans tous ces conseils dans un focus qui est extrêmement relationnel. Et quand on dit à quelqu'un qui a pris une décision de prendre la décision inverse,
Bon, en général, il refuse, hein, quand même, très clairement, même s'il y a des pressions. Et s'il accepte de par la pression, eh ben, on vous reprochera justement d'avoir été l'auteur de cette pression-là. Donc là encore, un conseil qu'il va falloir laisser de côté. Le cinquième et dernier conseil, qui est tout l'inverse de ce que je viens de dire, qu'on entend aussi très souvent, comme quoi il faut un petit peu défendre les deux opposés, c'est cette idée que vous devez absolument passer à autre chose, hein. Et là, ça s'inscrit dans une autre idée. Encore une fois, proches et amis veulent que vous alliez bien, veuillent que vous vous releviez, ce qui est très cohérent, très sensé et très bien, c'est leur boulot, donc on les félicite, on les remercie pour ça. Par contre, il ne faut pas oublier que ce sont des personnes qui n'ont pas le nez dans les implications de la reconquête amoureuse, n'ont pas le nez dans votre ressenti. Alors oui, ils ont raison dans un sens où, si vous voulez, on ne veut pas que vous vous leviez et que matin, midi et soir, vous ne pensiez qu'à ça, que vous soyez un véritable zombie. Toute cette dépendance affective, cette douleur, cette tristesse et votre propre manque d'objectivité, parce que ça aussi, c'est une parenthèse qu'on peut faire. Au moment d'une rupture amoureuse, clairement, je pense que la plupart des gens, je ne vais pas dire 100%, je ne vais pas parler de chiffres, mais la plupart des gens, immédiatement, au moment où on nous annonce qu'on ne veut plus de nous, le réflexe, c'est de s'accrocher. C'est quelque chose de très humain, il y a un manque face à nous, tout à coup en plus, et on veut combler ce manque et on veut montrer que cette attaque personnelle, nous, on ne peut pas l'accepter et qu'on peut évoluer, etc., etc. Donc ça, je pense que c'est très normal. Et au fur et à mesure du temps, il est aussi très possible que on change d'avis, hein, tout simplement, qu'on se dise finalement c'était peut-être bien que cette histoire s'arrête et puis je fais d'autres rencontres et j'ai des projets, etc., etc. La logique très humaine, je pense qu'on a tous vécu des ruptures amoureuses derrière lesquelles on n'a pas mené de reconquête amoureuse et puis on a fini par passer à autre chose, hein. Je pense qu'on a tous au moins une, voire deux, peut-être trois histoires extrêmement marquantes dans son paysage empirique, dans son paysage amoureux, si vous voulez, hein. Personnellement, moi j'avais 19 ans, une écossaise, voilà, blablabla. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais je m'en rappellerai toujours et effectivement au moment où elle rompt avec moi, j'étais dévasté et puis aujourd'hui je trouve que c'était une très bonne expérience et puis si je pouvais changer les choses, je ne changerais absolument rien. Donc on est bien d'accord que cela arrive. Donc il y a un peu cette idée chez les parents, chez les proches, et chez tous les personnes qui vous entourent et qui vous donnent ces conseils. Et puis en même temps, il y a aussi leur propre manque d'objectivité parce qu'ils ne savent pas l'intensité justement de vos sentiments. Vous avez peut-être véritablement envie et sur la durée et à l'intérieur de votre être jusqu'à dans votre moelle épinière de mener cette reconquête amoureuse. Et puis ils n'ont pas les armes non plus, hein. La preuve avec ces 5 conseils qui sont quand même pour moi ubuesques, hein, qui servent pas à grand chose, voire strictement à rien. Donc on sait que nous on va être subjectifs. Les personnes face à nous vont être subjectifs, donc finalement, quels que soient leurs conseils, on peut les prendre avec une pincette. Et cette idée de « il faut passer à autre chose », elle va être aussi à relativiser. Par le manque de connaissances en termes de psychologie, de ce que c'est qu'une reconquête amoureuse finalement, hein, parce qu'on entend récupérer son ex. Moi, c'est un terme que j'aime pas. C'est pas quelque chose qu'on base sur le passé, c'est quelque chose qu'on base sur le dynamisme et le contraste qu'on construit aujourd'hui pour demain. Donc déjà, on voit qu'il y a une différence gigantesque en termes sémantiques. Et puis, ce sont des gens qui, comme vous, vivent dans le présent, vivent dans le tout de suite, vivent dans le maintenant. Et c'est peut-être pas agréable d'avoir quelqu'un à côté de nous qui fait la tronche, qui se met à boire, qui ne parle plus, qui dort toute la journée, qui ne fait que pleurer. Et c'est pas égoïste dans le sens où oh mon Dieu, c'est des enfoirés, ils veulent juste pouvoir regarder le 8e épisode de la 4e saison de leur série en silence parce que oulala, il y a un cliffhanger de ouf. Non, pas dans ce sens-là, mais on se doute bien qu'il y a une espèce de lourdeur dans l'atmosphère, hein, on le sait, hein, quand quelqu'un vient de se faire quitter, on se doute que la soirée qu'on va passer avec lui, ça va pas être la meilleure de notre vie, hein, soyons honnêtes aussi. On est capable de faire certains efforts pour lui remonter le moral, etc. Mais à un moment, il faut que ça s'arrête et du coup, les conseils vont toujours s'inscrire dans quelque chose de très court terme. L'intellectualisation est à long terme. Tu verras, ça ira mieux, hein, on nous dit. T'en retrouveras une quand je vais pas te donner de date, je peux pas, je sais pas, c'est ta vie. Mais l'idée, c'est véritablement ça. Tu verras plus tard, mais là, tout de suite, passe à autre chose. Ce qui n'a aucun sens en plus. Qu'est-ce que ça veut dire passer à autre chose? Ça veut dire arrêter de réfléchir sur
une expérience fondatrice, parce que chaque rencontre qu'on fait, surtout quand il y a une intimité avec la personne, et j'entends pas quelque chose de physique, hein, j'entends une construction dans la vie, une construction dans les valeurs, etc., etc., ça laisse des traces, donc il faudrait renier ça, c'est pas Men in Black, hein, il n'y a pas la petite machine qui fait qu'on oublie tout, donc vous ne pourrez pas oublier, et on s'aperçoit que ce genre de conseils, d'abord, comment on fait? Voilà, comment on fait pour passer à autre chose? Ça ne veut strictement rien dire. Vous ne contrôlez pas tout ce qui vous passe par la tête et vos sentiments. Enfin, moi, je me rappelle pendant ma rupture amoureuse, c'était physique. J'avais l'impression de le sentir dans toutes les cellules de mon corps. J'avais mal partout. Bon, je picolais comme un trou, je pense que ça aidait pas non plus. Mais je pensais qu'à ça. Et évidemment, au fur et à mesure, on commence à se mettre en action, on commence à comprendre de quoi on a besoin. Une satellisation, c'est pas cette idée de ne plus du tout penser à l'autre, c'est juste d'y penser de manière différente et de penser en construisant un objectif, une visée qui va absolument pas s'apparenter à justement ces 5 idées, ces 5 conseils qui sont bien trop primitif. Alors ça fait peut-être un petit peu pédant, mais c'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Je trouve que ces 5 idées-là, comment dire ça sans être vulgaire, ça allait pour l'homme de Cro-Magnon, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, on est au 21e siècle, on a beaucoup d'outils qui nous permettent de réfléchir sur nous-mêmes, se dire que je vais débarquer au boulot avec des fleurs, que je vais venir avec sa mère et que en même temps je vais mettre, parce que là j'essaye de tout mixer, hein, en même temps de le mettre en story pour qu'elle voit que j'ai acheté des fleurs et peut-être qu'elle va être jalouse et que du coup elle va se croire que c'est pour quelqu'un d'autre et que... je veux dire, à un moment, non, c'est pas ça une reconquête amoureuse personnellement, et c'est vraiment ce que je voulais mettre en relief à travers cette vidéo. Si vous avez vous-même des conseils, les pires conseils que vous avez pu recevoir, que vous les ayez appliqués ou pas, je vous conseille de partager ça dans les commentaires. Ça peut créer quelque chose de plutôt sympa entre tous les abonnés et les personnes qui regardent cette vidéo. Donc j'espère que ça vous lancera un débat, que ça pourra vous mettre un sourire sur les lèvres, parce que finalement on va s'apercevoir qu'on va certainement trouver quelques perles. Moi, je vous abandonne là pour cette semaine. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker le contenu, vous n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Vous voyez la période, hein, c'est très bientôt Noël. Les vidéos sont en cours de préparation, donc elles sortiront le jeudi, le 24, le 30 ou 31, je sais plus, 31 je crois. Donc elles seront toutes présentes avec la petite cloche. Ça vous permettra de passer juste ce petit temps-là et pas attendre nécessairement le contenu qui vous aidera à passer la journée. Voilà, comme je vous le disais, je vous abandonne là. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et jusque-là, essayons de garder le sourire, d'avancer, de retrouver un petit peu d'objectivité et de ne pas suivre ces 5 conseils. Ciao, ciao!